Encore une fois, on va continuer toujours dans la chronologie, si on peut dire, de l'émergence des chercheurs, mais cette fois-ci avec on peut dire, je me permets de dire, avec une nouvelle casquette, à savoir consultant. Consultant débutant, septembre 1985, février 1987. Donc, on commence par l'émergence de consultants débutants, pardon. Moi, je dis consultant en herbe. Yallah. Non, c'est mon expression, ça n'engage que moi. Donc, consultant en herbe, comme on dit, poète en herbe. Alors, là, effectivement, c'est une autre casquette, c'est un autre rôle. Et là, au risque de me répéter, je n'étais pas prêt pour le terrain, je n'étais pas prêt pour la recherche, je n'étais pas prêt non plus pour la consultation. Donc. Puis il n'y a pas un organisme qui forme des consultants. Donc, même chose, j'ai appris sur le tas. J'ai appris sur le tas, mais de façon relativement méthodique. Hein. Sur le tas, ça ne veut pas dire méthodique, dans la mesure où j'ai côtoyé des chercheurs qui étaient consultants, qui avaient beaucoup d'expérience comme moi. La première consultation, je l'ai commencée alors que je n'ai pas encore soutenu ma thèse. J'étais vraiment dans la phase finale de rédaction. Et c'était Paul Pascan qui me suggérait à l'Institut, à l'INAP, à l'Institut national d'agronomie, vétérinaire et d'agronomie, qui m'a suggéré, m'a demandé de participer à une consultation. Je ne savais même pas ce que ça veut dire consultation. Donc j'ai dit oui, bon, bien sûr. Lui, il a beaucoup d'expérience, donc on va apprendre encore avec lui, mais de façon beaucoup plus régulière et plus continue. J'ai accepté, j'étais très flatté, j'étais très content, bien sûr, que Paul Pascan pense à moi. Et donc, c'était un projet d'aménagement des parcours, dans lequel il y avait plusieurs chercheurs, sociologues, Mohamed Mahdi, Mohamed Touzi, mais également des pastoralistes, des économistes. C'était une équipe assez étoffée, on était peut-être une dizaine de personnes. Donc j'ai accepté, et il y avait plusieurs réunions à Casa, d'autres réunions à Meknes, pour un peu avoir une idée de la demande, du problème posé. Et on résumait, parce que c'est assez long, ça a duré 2 ans, on résumait le plus important pour un chercheur, c'est de confronter son expérience de chercheur de terrain à des questions pragmatiques, à des questions de politique publique. On n'est pas là dans la théorie, on n'est pas là uniquement, on est dans une théorie qui doit servir une question pragmatique, une question tout simplement de politique publique. Donc le problème, petit à petit, c'était qui a émergé au cours de nos enquêtes avec Mohamed Touzi, 1985, c'est la question de la définition de l'ayant droit. L'administration le ministère de l'Agriculture, adossé au ministère de l'Intérieur, voulait identifier les ayants droit, c'est-à-dire ceux qui auront une carte pour dire « moi, je suis copropriétaire et je peux exploiter le parcours de la tribu », en gros. Donc ils peuvent être 500, ils peuvent être 1000, peu importe. Mais il faudra une liste des ayants droit. Un ayant droit, au sens coutumier, c'est celui qui, au sens coutumier, au sens de la tribu, au sens coutumier, c'est celui qui a le droit, en vertu de ses ancêtres, qui étaient là, d'exploiter le parcours de la tribu. Et c'est là où il y avait un problème, parce que ces gens-là refusaient aux étrangers le statut d'ayant droit. Donc il y avait un conflit au sein de la tribu, au sein du même village, entre ceux qui disaient « nous appartenons à la tribu, nous avons le droit exclusif d'être ayant droit, d'avoir la carte d'ayant droit », et ceux, les étrangers, qui disaient bon, la notion de la tribu, c'est une notion archaïque, c'est une notion de la colonisation. Nous sommes citoyens et
le territoire est un territoire de l'État marocain, nous avons droit au même titre que vous au parcours. Et donc il y avait une sorte de... il y avait un conflit, tout simplement, un conflit d'intérêts. Maintenant, il était très difficile pour nous d'imposer ou de dire voilà la question de l'ayant droit. Un chercheur ne doit pas, bien évidemment. C'est pas mon rôle d'ailleurs, c'est pas notre rôle. Nous avons dit bon, il y a une définition tribale de l'ayant droit, c'est-à-dire ceux qui étaient là depuis le 7e, le 8e, depuis les ancêtres, depuis que les gens connaissent, bon, tu es le fils de X, tu es ayant droit. Et puis se rajoute à là une notion de ceux qui ont combattu au temps de la colonisation et avant la colonisation, c'est-à-dire avant 1911. Tout cela, tous les descendants des ancêtres, des gens qui sont venus, qui étaient étrangers, mais qui ont combattu, ceux-là, on les compte également ayant droit. Donc tu as deux catégories d'ayant droit. Les authentiques, on va dire, les asliyin, etc., pour aller très rapidement, et puis les descendants d'étrangers, les Darboul Baroud. D'accord? Les Darboul Baroud, soit contre le Makhzen, soit contre d'autres tribus, soit contre la colonisation. Mais ils étaient là pour défendre le territoire, donc ils ont le droit d'exploiter, d'être propriétaires ou copropriétaires. Et puis il y a les étrangers, mais les étrangers, c'est des étrangers dont les ancêtres étaient là il y a 4-5 générations. Et donc nous, bon, on a posé bon voilà, et puis comme tout chercheur, il nous fallait des indicateurs relativement tangibles pour dire voilà, il y a cette discrimination, ok, mais quels sont les indicateurs objectifs de cette discrimination? Donc il y avait, par exemple, et ça, je vous assure, hein, ce n'est pas un protocole de recherche qui est préétabli, etc. Donc il y a bien sûr toujours un protocole de recherche. Il y a, par exemple, pour moi, mais pour tous également, il y a un élément, un indicateur, une entrée chaque fois qu'on veut un peu travailler sur la structure sociale de cette façon. C'est la mosquée. La mosquée est centrale. Je m'inspirais également de Jacques Berck pour dire bon, vous voulez compter les douars, comptez combien de mosquées il y a. Vous aurez à peu près, bon, il y a des douars qui sont grands qui peuvent avoir de mosquées, des petits douars, mais en gros vous aurez la même quantité. Et il s'est révélé que c'était une bonne entrée. Parce qu'il y a le chart, le contrat avec le frais, et le contrat avec le frais, ceux qui contribuent au chart, c'est les chefs de foyer. C'est les citoyens, si on veut utiliser, citoyens homo-grecs, dans le sens grec, c'est-à-dire ceux qui gèrent le devoir, la cité, les choses publiques, etc. Très bien. Donc, on a identifié ceux qui contribuent au chart. X, Y, Z, etc. 1, 2, 4. Très bien. Alors, un étranger, s'il veut donner de l'argent, sa contribution directement sans passer par la Jama'a aux frais, vous allez vous opposer, vous allez lui interdire, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit non, on ne va pas s'y opposer, mais ce qu'il va donner aux frais, c'est la charité, sadaqa, mais ce n'est pas un charte, qui est un contrat juridique. Donc, ils l'inscrivent dans la religion, dans la charité, la bienfaisance, etc. Quiconque peut donner aux frais, bien sûr, mais ce n'est pas un charte. Et là, tu vois un peu les contours juridiques de ce qu'est une communauté. D'accord? Il y a d'autres indicateurs, par exemple, dans la majorité des douars sur lesquels on travaille, c'est la tribu Aït-Guigou, Moyen Atlas, pas loin de Dazro, Temhdit, etc. Enfin, Temhdit est au centre de la tribu, mais pas loin d'Azro. Et donc, vous avez, dans la majorité des douars, les étrangers n'ont pas le droit d'acheter la terre. Voilà un autre indicateur objectif. Dans certains douars, il peut acheter la terre, peut-être parce qu'elle était abondante, mais jamais l'eau. Donc il achète la terre et pour irriguer, il doit supplier X, supplier Y, ou louer, ou peu importe, mais bon, il n'a pas l'eau. Et donc nous avions ces discriminations,
Et bien sûr, j'ai déjà décrit la structure sociale dans l'autre atlas. Ce n'est pas la première fois que je vais décrire la structure sociale. J'ai parlé tout à l'heure des étrangers, etc. Mais maintenant, c'est lié à un aménagement du territoire. Ce n'est pas, et puis c'est un aménagement du territoire, et puis c'est une question conflictuelle. Cette question ne serait pas posée avant. Un étranger doit se contenter de son statut d'étranger, rester étranger et dire merci. Déjà. Voilà. Déjà, c'est un acquis. Exactement. Dire merci aux gens qui l'ont accueilli. Mais maintenant, ça a changé. Un, parce qu'il y a l'administration centrale qui est sur place. Il y a nous également. Changeons la donne. Nous sommes également un élément exogène qui favorise le débat parce qu'on leur pose la question, donc il y a un débat public. Et puis, il y a un vocabulaire nouveau qui n'est pas le vocabulaire de la tribu, qui n'est pas le vocabulaire tribal, c'est la citoyenneté. Les étrangers disent nous sommes citoyens. Et donc, la structure qui était là, une structure, on va dire, archaïque, structure traditionnelle, constante, qui ne change pas, donc l'étranger reste étranger, et le fils de l'étranger restera étranger jusqu'à, etc. Ça me rappelle une anecdote avec un cheikh, c'est un autre terrain, le Bir Jdid. On a posé la question de l'étranger, je lui ai dit, bon, ben écoute, mais à quel moment l'étranger n'est plus étranger? Et la réponse était magnifique, jusqu'à ce que ses pères, Grano, l'oublient. Ah. Donc, tu deviens étranger, tu deviens citoyen ou authentique, etc., lorsque tes pères oublient que tu étais étranger. Il faudra attendre combien de temps? 3 générations, 4 générations, 5 générations, 6. Donc il n'y a pas une intégration au sens d'intégration. Bien sûr, il y a des communautés qui sont plus ouvertes, où l'étranger est facilement intégré, première, deuxième, troisième génération. Il y a d'autres, comme celle-là, où c'est fermé, où l'étranger n'est pas intégré facilement. Donc la question, encore une fois, ce que j'ai appris de la consultation, bien sûr on fait du terrain, j'ai fait pas mal de terrain. La consultation te permet de ne pas poser des questions théoriques. Que les questions théoriques sont des ingrédients, c'est du carburant. Alors que le concept de structure sociale, je ne vais pas l'écrire dans un rapport, etc., mais bon, il est là, le conflit, il est là, et ainsi de suite. Et donc ça permet un autre mélange entre ton background théorique en tant que chercheur et la consultation avec toutes ces contraintes. Toutes ces contraintes. Qu'est-ce que c'est qu'un consultant? Quand je faisais du terrain, je pouvais me permettre de rester une semaine, une dizaine de jours, des fois 3 semaines, etc. Quand tu es consultant, la durée maximale, c'est 3-4 jours. Non pas qu'on ne désirait pas rester, mais parce que les questions qu'on posait devaient être résolues dans un temps très, très, très court. Donc le temps de la consultation est très court. Même chez les nomades, où nous sommes restés 1 année et demie, c'est encore court par rapport à l'ambition du projet. Donc il y a ça. Donc tu apprends à faire du fast field work. Tu apprends à faire un terrain rapide, un travail de terrain le plus rapide possible, sans nuire et sans trahir l'esprit, l'originalité de la recherche. Mais tu es obligé, tu ne peux pas te permettre de dire moi, je vais rester ici jusqu'à ce que je résolve une question théorique. Non. Donc j'ai appris ça. Et par la suite, avec les nomades, je vais apprendre beaucoup de choses. Avec ma consultation sur le nomade, sur la migration féminine et sur d'autres consultations, j'ai fait une 30aine de consultations. Je ne vais pas les citer toutes. Je vais prendre l'exemple des nomades parce que c'est assez important. Et puis ça a duré 1 année et demie. Et c'est encore plus important, je vais être un peu égoïste, mais c'est pas grave, une fois n'est pas coutume, parce que ça a donné lieu à un livre comme Rester nomade.